Sans plus tarder, je vais me lancer donc pour vous présenter. D'abord, merci pour cette invitation, Laura et l'association ISM de manière générale. C'est chouette de pouvoir parler un peu de notre activité dans ce genre de contexte. Euh, je vais partir déjà donc pour entrer dans la continuité de l'intervention de Benoît Ray juste avant. On est dans un environnement complexe pour les personnes exilées, les personnes étrangères de manière générale. C'est un environnement complexe dans lequel les textes législatifs évoluent beaucoup et où certaines démarches peuvent sembler inaccessibles. D'où le fait que l'information à ces démarches est une information claire et fiable quand c'est possible. C'est une ressource essentielle. Comme tu le disais, Laura, on milite pour garantir un accès à l'information pour les personnes exilées et particulièrement les personnes précaires, notamment beaucoup les personnes à la rue. Euh, et euh, donc, on va vous parler un peu de nos différents outils aujourd'hui, sachant que notre projet principal, du coup, le projet initial de What Is That, c'est un guide dont Ginevra va vous parler juste après, un guide mis à jour tous les mois qui recense les adresses euh, sur différents champs de la vie. Donc, ça va de l'accès aux services publics, euh, l'explication de différentes procédures, donc que ce soit le droit d'asile ou encore les titres de séjour, comment accéder au logement, à des soins médicaux, jusqu'à où prendre une douche ou manger, voilà, des besoins de base, tout comme des besoins en termes de démarche. Euh, donc, on a élargi également notre champ d'action pour répondre aux besoins diversifiés des personnes exilées via d'autres formats. Ouais, merci. Euh, Si tu veux bien revenir sur la slide précédente. Donc là, vous avez un peu notre chronologie. La création du guide d'information. En 2019, la création de l'associatif, la constitution en asso. Et on a aussi donc des antennes qui ont été créées basées sur donc les volontés de bénévoles euh, à Lyon, dans l'Oise, à Toulouse et à Nantes. Euh, et comment dire, donc, ça permet de diversifier aussi l'offre sur l'ensemble du territoire et les spécificités liées à chacune de ces villes. Euh, donc voilà, et aussi, comme c'est écrit notamment sous Lyon de Nouvelle Langue, à des enjeux de traduction, puisque nos guides sont traduits. Donc pour l'instant, le guide de Paris est est disponible en 5 langues. Et l'objectif de ce guide donc, est d'être distribué en maraude à travers des maraudes d'information, que ce soit les nôtres, mais aussi de beaucoup d'associations présentes ici à Paris ou dans ces villes. L'objectif, c'est que ce soit accessible, distribué assez largement. Euh, donc, pour terminer brièvement cette introduction, au cœur de notre action, l'idée, c'est que l'accès à l'information et aux services publics euh, qui font partie des droits des personnes qu'on rencontre, ça ne doit pas être un obstacle supplémentaire. Euh, l'accès à ces droits et l'information, c'est un levier pour pouvoir les exercer, ces droits. Donc, on s'adapte régulièrement euh, au terrain à Paris. Là, vous voyez donc le chiffre 3000 femmes, hommes et enfants dans la rue à Paris. Ça a pas mal bougé ces derniers temps. Notamment, on en parlera aussi via les dernières actualités en Île-de-France, aux évolutions législatives, comme celle dont Benoît Ray parlait, donc que ce soit bien sûr la grosse loi asile-immigration, mais également les modifications des divers codes. Euh, et, euh, et puis tout simplement l'ouverture, par exemple, ou la fermeture d'accueil de jour des différents dispositifs. Euh, voilà, voilà. L'idée, c'est bien sûr que ce soit compréhensible. Ça passe par la traduction, mais aussi par d'autres outils qu'on vous présentera. Pendant ces 40 minutes, on va
présenter avec Jean nos travaux et donc des travaux d'enquête qui ont été faits de manière interassociative, qui mettent en lumière un certain nombre de barrières et les outils que nous, on met en œuvre, qu'on développe pour y remédier. L'objectif, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de chacun des rapports ou de trop entrer dans des détails logistiques, mais de vous donner un peu une représentation globale de ce qu'on fait au quotidien, à partir d'extraits, et d'exemples et de vous donner un aperçu, si on veut, du travail associatif qui est réalisé sur le terrain. Et du coup, je te passe la parole, Jean. Eh ben, merci Laura aussi de l'introduction et de nous avoir invités. Justement, comme c'était un peu anticipé, effectivement, nous, on a plusieurs outils le premier ou le principal, c'est bien sûr le guide d'information pour les personnes exilées qui, par nom, est le même que celui du guide, qui est What is that, et qui vient justement d'un besoin de terrain. En effet, là, on avait préparé un peu une idée générale de ce qui sont les personnes exilées parce que le guide What is That est né dans les campements. Au début, c'était appelé justement le guide d'information pour les personnes exilées. Et ensuite, vu que les personnes nous demandaient toujours, ça c'est un peu pour une curiosité peut-être un peu rigolote, les personnes continuent à nous demander What is that? Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le nom What is that qui est revenu du terrain du coup. Et l'idée, c'était aussi de donner cette slide un peu générale pour vous montrer qu'en fait, dans une démarche aussi militante, l'idée, c'est de s'adresser à l'entièreté des personnes exilées et du coup, pas seulement les personnes qui sont régularisées en train d'être régularisées, mais aussi les personnes qui se disent sans papier ou alors déboutées. Comme était dit avant, l'idée c'est de voir un guide qui est pratique pour orienter, c'est-à-dire du coup complet ou le plus complet possible, avec d'une partie les adresses utiles, qui est toute la partie bleue du guide, plus la partie rose pour les mineurs, et procédures et conseils utiles et les droits sociaux. L'idée c'est de le mettre à jour au fur et à mesure aussi des nouvelles lois qui se présentent avec une mise à jour par contre des adresses utiles tous les mois. Tous les mois, du coup, il y a aussi l'idée de appeler tous les structures qui sont recensées et ensuite traduire et ensuite le mettre en page et ensuite forcément le distribuer à la fois aux personnes directement concernées et à la fois aussi forcément aux structures partenaires. Ce qui est assez important, en tout cas qu'on essaie de mettre toujours en avant, c'est aussi la couverture en couleur. Il y a une raison pour laquelle c'est en couleur et c'est parce que justement, pour des personnes qui peuvent être allophones, donc je parle pas la langue du territoire dans lequel elles se trouvent, ou alors plus général, on parle de personnes extrêmement traumatisées qui n'ont pas forcément la mesure du temps. Le fait d'avoir un guide qui change de couleur tous les mois, ça permet aussi visuellement de se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des guides de différentes couleurs qui circulent et du coup que potentiellement le guide qu'on a dans les mains n'est pas forcément à jour ou ne l'est plus. Dans l'idée toujours de le rendre le plus accessible possible, au-delà de cette attention qui est donnée à la couleur, il y a aussi les pictogrammes qui sont ensuite utilisés justement pour mettre en avant certaines parties ou alors rendre plus évident l'explication de certains services qui peuvent ne l'être pas pour tout le monde et aussi aider justement lors des maraudes plus facilement les personnes qui accompagnent à la lecture du guide, d'individuer assez vite les différentes parties. Et pour l'instant, justement, comme c'était dit, est traduit en français, anglais, arabe, dari et pashto. Je suis sûre que vous le savez, mais du coup, le dari et pashto sont entre les langues parlées en Afghanistan. Et du coup, là, c'est plus une vision un peu générale d'à quoi ça rassemble le guide. Comme je disais, c'est toujours un peu sur une base couleur, dont le jaune et le rouge, plutôt bordeaux, c'est les parties plus informatives sur les droits sociaux et les procédures. L'idée, c'est de l'organiser un peu comme le parcours d'une personne qui arrive en France
la personne ne sait pas trop quoi faire. Du coup, il y a toute une partie sur arriver à Paris, quelles sont les informations plus importantes, comment pouvoir se déplacer, les numéros d'urgence et ensuite ça déclenche sur tous les adresses utiles, encore une fois sur une base de, besoins, essentiels jusqu'aux activités parce que se défouler, c'est aussi bien, surtout pour des personnes qui font une vie qui n'est pas forcément hyper facile. Voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée générale d'à quoi ça va ressembler le guide. Et l'idée, c'est justement d'informer les personnes sur leurs droits, mais aussi sur tous les services qui sont gratuits et qui sont disponibles à la personne. Et aussi, du coup, justement, faire cette mise en lien entre les personnes et les bons acteurs. C'est là que les maraudes sont assez importantes et sont assez nécessaires parce que ça permet justement sur le terrain de ramener le guide dans les mains des personnes et de répondre sur la base de leurs besoins, de les renvoyer vers certaines structures qui peuvent mieux répondre à ces besoins. Et bien sûr, il y a toujours, cette idée de récupérer, tous les indices utiles, les besoins qui sont exprimés ou non. Il y a beaucoup de non-dits dans les maraudes et c'est aussi ça qui nous permet d'améliorer notre démarche aussi, même la manière dans laquelle on met en place le guide et les maraudes. C'est toujours un peu un échange constant entre le travail de terrain et l'arrière-plan, on va dire, par rapport au travail du guide. Et bien sûr, s'adapter toujours à la situation des personnes et sur la base de ça, il y aura les différents outils qui s'adaptent, mais aussi les différentes maraudes. Et notamment, nous, on a certaines maraudes qui sont sur des campements, d'autres qui sont plus des permanences au sein de certaines structures d'accueil. Et alors, il y a aussi des maraudes qui sont fixes et sont sur des points de distribution alimentaire, ce qui nous permet aussi de prendre des temps différents et de s'adresser à des publics aussi différents, tout en s'adaptant, adaptant la posture par rapport à ça. Et bien sûr, une information obsolète et une information dangereuse, ça on le dit toujours. Il y a une raison pour laquelle le guide est publié et mis à jour tous les mois, c'est parce que effectivement, il y a beaucoup de petits ou de gros changements. C'est des personnes qui sont extrêmement vulnérabilisées. J'utilise bien vulnérabilisées et pas vulnérables parce que c'est une volonté étatique aussi de les rendre vulnérables. Et du coup, ces personnes vont se déplacer, souvent, elles se déplacent de manière irrégulière parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer le billet pour se déplacer. Et l'idée, c'est de ne pas faire déplacer ces personnes potentiellement en l'exposant à des dangers, à des amendes qu'elles ne pourront pas payer pour rien. Et du coup, c'est important de les faire déplacer pour une bonne raison. Après, on verra aussi ça avec ce qui ressort du rapport. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interlocutrices et aussi éviter que ces personnes se déplacent pour rien. C'est aussi éviter qu'il y a de plus en plus de confusion qui s'installe pour ces personnes. Et du coup, c'est très important de surligner ça. Voilà. Et du coup, là, on passe plus sur la partie des constats et défis autour de l'accès à l'information des personnes exilées, notamment à Paris. Et comme Laura le disait avant, justement, le 31 janvier en 2022, on a sorti un rapport d'accès à l'information pour les personnes exilées avec France Terre d'Asile et Action contre la faim. Et ce qui est un ressort, en gros, de ce rapport, c'est justement que l'accès à l'information est essentiel pour pouvoir accéder à la procédure d'asile notamment, mais aussi pour répondre à des besoins vitaux tels que l'alimentation et la santé. Le problème, c'est que du coup, dans l'accès à l'information, ça répond à de nombreux obstacles de l'exil, mais n'est pas toujours, ça ne peut pas répondre à tout, ce n'est pas la réponse à tout. Et notamment les obstacles de l'exil, entre autres, c'est l'absence d'un hébergement stable. Effectivement, le manque d'un hébergement stable, ça empêche forcément de bénéficier de sources d'informations fiables et place les personnes aussi dans des situations de précarité, rendant assez difficile ce qui est l'investissement dans certaines démarches administratives, ce qui sont parfois assez longues, mal comprises, complexes. Et forcément, ça a aussi un impact sur la santé mentale. Je le répète, c'est quand même un point assez important, même pour la compréhension de tout ce qui se passe
de la démarche d'asile. Et bien sûr, comme je le disais avant, il y a aussi la multiplicité des interlocuteuristes, ce qui fait forcément que de plus en plus et des lieux aussi, qui sont un peu le résultat du sous-dimensionnement du, dispositif d'accueil et du coup, forcément, tout ça, va entraîner des difficultés aussi à appréhender le système et une confusion entre les différents acteurs, et entre institutionnels et associatifs. Aussi, bien sûr, il y a la barrière de, l'analphabétisme et de la langue et ben c'est pour ça que d'un côté, on s'adresse, avec plusieurs langues du format papier, mais aussi on a, et on va en parler plus tard, on a développé des outils aussi, plutôt numériques et dans les maraudes, on s'appuie toujours à l'aide de médiatoristes qui puissent nous permettre de parler avec les personnes directement concernées, dans la langue des personnes directement concernées et justement, c'est pour ça que, ce qui ressortent aussi, un peu comme réponse encore une fois à ces obstacles du rapport de l'accès à l'information, c'est justement qu'une meilleure utilisation du guide, mais en général de tout support d'information, notamment en format papier, se met en place lorsque la mise en main de ces outils est accompagnée par une tierce personne. Lors l'importance du coup, de notre présence sur le terrain, mais aussi de toutes maraudes qui sont mises en place par, les autres acteuristes de la solidarité et l'importance aussi du coup de ne pas juste donner, un support d'information, mais d'accompagner à ça aussi une explication ou alors une réponse aux besoins de la personne, ce qui est aussi bien pour, faire ressentir la personne écoutée et qui est toujours, bien, en tout cas. Entre autres, obstacles de l'exil, il y a aussi tout ce qui est l'enjeu de l'accès à l'information. Justement, c'est de plus en plus difficile pour les personnes directement concernées. C'est ce qui ressort du rapport, par rapport à où pouvoir manger. Je vous ai laissé des chiffres qui peuvent être intéressantes, pour, les personnes qui sont présentes. Hem et qui sont assez, puissantes, je trouve. Notamment, il y a quand même, le 39 des personnes qui ont été interviewées qui ne savent toujours pas vers lesquels services alimentaires pouvoir s'adresser. Et parmi elles, 500% sont arrivées, depuis, il y a plus d'un mois. Du coup, on parle quand même des personnes qui sont installées depuis un petit temps sur, Paris et qui toujours n'arrivent pas à manger ou ne savent pas où manger. Et pareil, entre autres, le 23 des personnes, interviewées ne savent pas vers qui s'adresser lorsqu'ils ont des questions, concernant leur demande d'asile, dont l'enjeu de l'accès à l'information concerne vraiment toute la durée de la procédure de la demande d'asile, non pas le début de la demande ou la toute fin ou la sortie, et du coup quand les personnes sont débutées, mais vraiment un accompagnement constant, encore une fois, de tout ce qu'on a dit avant, et de la forte sollicitation que ces personnes se retrouvent à faire face alors qu'ils sont fortement traumatisés, qu'il y a beaucoup de précarisation et qu'ils sont souvent allophones. Et enfin aussi, il y a une dernière, un slide, sur ce qui concerne les services de santé, ce qui est quand même assez effrayant. Encore une fois, le 39 des personnes qui étaient interviewées lors de notre rapport n'avaient aucune information par rapport à quel service de santé pouvoir s'adresser. Et encore une fois, on parle de personnes fortement en forte précarité et avec des soucis de santé assez importants, psychiques et physiques. Et encore une fois, l'information est importante que ça arrive dès l'arrivée pour pouvoir permettre aux personnes de se rendre le plus rapidement possible dans un accueil de jour, une permanence associative, pour couvrir ce qui sont les besoins essentiels à l'issue justement d'un parcours qui est déjà assez difficile vers la France et qui parfois ou souvent ou alors sûrement, est assez difficile aussi une fois que les personnes se retrouvent sur le territoire français. Et là, du coup, je laisse, plutôt la parole, à ma collègue pour regarder, pour avoir un peu un regard sur, ce qui concerne plus précisément les besoins des femmes et des familles exilées et on va un peu élargir, le territoire sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Merci Jean. Oui, donc je reprends, depuis, notre travail, en,
associatif, il consiste aussi à s'adapter et à diversifier notre offre dans la mesure du possible. Je vois qu'il y a des questions sur les langues qu'on pourrait introduire ou les villes. On y reviendra plus tard, mais effectivement, nous, on travaille donc avec beaucoup de bénévoles et avec des traductrices rémunérées. Et on est en perpétuelle recherche d'évolution, comment évoluer, comment améliorer notre offre pour correspondre le plus aux besoins du terrain. Et je vais vous parler de l'une d'entre elles. Depuis cette année, je vais commencer par le début. En 2022, What is That, l'association Mamama et l'association Action contre la faim ont réalisé une enquête sur les femmes et familles, femmes avec enfants, donc qui fréquentaient la permanence de l'association Mamama, qui est une permanence d'aide pour les femmes, dédiée aux femmes avec des enfants en bas âge, une permanence d'accueil avec des conseils autour de la périnatalité, de l'accès à, enfin, l'accès à de l'alimentation, à des conseils, tout ce qui englobe cette facette, donc grossesse et tout ce qui l'entoure, grossesse, naissance des enfants, éducation, voilà, en gros. Et donc, pour revenir à cette enquête, là, vous voyez une première citation, je la lis. Je vais bientôt accoucher, ma fille sera là. Quand ma fille sera là, je commencerai ma demande d'asile. Là, je ne peux rien faire, j'ai la force de rien, c'est trop dur de m'y mettre maintenant. Euh, donc, c'est une deuxième citation. Quelles informations je mobilise pour nourrir mon enfant? Je me base sur ce que les mères et les grands-mères de mon entourage me disent. C'est des conseils qu'on se transmet de génération en génération. Euh, et donc, en fait, c'est des citations de personnes qui ont témoigné dans ce rapport, qui ont été interrogées. Et en fait, on a eu. Enfin, ce rapport, il a mis en lumière des données inquiétantes sur le non-recours et la précarité des femmes avec enfants. Donc, 28% des femmes interrogées étaient en situation de faim sévère. 27% n'ont pas de moyens de cuisiner sur leur lieu d'hébergement. 34% des mères, ouais, merci. 34% des mères identifient comme un besoin prioritaire l'accès à l'information, parce que donc vous voyez qu'elles ne savent pas en fait. Dans la première citation, elles n'ont pas vraiment de moyens de consulter en dehors, par exemple, genre même sur les conseils de nutrition pour les enfants, accès à des services ou n'ont pas connaissance des services. Il y a aussi des services qui existent pour les aider dans leur début de maternité. Près de la moitié des personnes rencontrées à ce moment-là n'avaient pas accès à un accompagnement social, ce qui explique la forte demande pour un accompagnement social dans les constats que vous voyez affichés. C'est la demande pour un accompagnement juridique également et l'accès au droit et à l'emploi. Ça interroge aussi l'accès de ces familles aux services de droit commun, leur isolement vis-à-vis des dispositifs et aides existants. Et ce qu'on constate surtout, c'est une situation, ce que constatait ce rapport, c'était une situation de non-recours aux aides. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a, du coup, elle se base beaucoup sur des relais alternatifs d'information. Euh, qui sont par exemple la famille ou la communauté, qui ne sont pas forcément les plus fiables en termes d'actualité et qui ne sont pas des ressources qu'on peut mobiliser à tout instant, par manque de temps, par manque... il s'agit de conversations, etc., mais pas des choses qu'on peut reconsulter régulièrement. De ce rapport découlent plusieurs recommandations. Mettre en place des mécanismes d'orientation vers d'autres acteurs pour faciliter l'accès aux droits et les services essentiels, poursuivre, renforcer les échanges et la coordination des associations et des institutions engagées auprès de ce public, donc du secteur. Euh, What is That, à ce titre, a voulu répondre à ce besoin préoccupant en initiant un guide dédié aux femmes, qui est
dont la première édition est parue en avril 2024, en Île-de-France, enfin Paris et Île-de-France. Donc là, vous avez un peu la vue du guide. Il se compose de la même manière que le guide général dont vous parlez, Ginevra, avec des codes couleurs, des pictogrammes. Pour l'instant, on n'a que en français. Euh, donc pour l'instant, on n'a que en français, mais avec volonté d'élargir l'offre également. Et donc ce guide, il est construit à partir de l'idée que les femmes exilées présentent des vulnérabilités particulières liées à leur santé et à celle de leurs enfants. Merci Jean pour le diapo. Tu peux revenir. Ouais. Euh, donc, et il regroupe, euh, sans rentrer trop dans les détails, il regroupe des adresses dédiées à leurs besoins spécifiques. C'est la différence avec le guide général, en réponse à leur vulnérabilité propre. Et les structures recensées dans ce guide sont spécifiques, enfin, elles ont la spécificité d'être accessibles, gratuites et adaptées, voire dédiées aux femmes étrangères, avec des personnes spécialisées et accès à de l'interprétariat par rapport à des structures qui seraient moins, qui ne seraient pas axées sur ce public, et majoritairement avec un accès libre sans orientation, donc où elles peuvent se rendre en fonction de leur sans avoir besoin de passer par un intermédiaire, où elles peuvent se rendre d'elles-mêmes et librement choisir aussi quelle structure elles vont consulter. Pour la construction de ce guide, faut rappeler aussi que donc ce guide, il s'est élaboré d'abord avec des focus group, donc avec les femmes accueillies de la permanence Mamama, pour avoir leur point de vue et améliorer les premières versions du guide pour coller le plus à leurs besoins. Et donc ce guide, il est construit à partir de trois, avec donc toujours, enfin, What is That plus trois assos, Mamama qui aide à la concertation avec les utilisatrices du guide, euh, l'appui aux mises à jour, pardon, l'appui au recensement des structures et à la diffusion de l'outil, donc par exemple au sein de leur permanence, diffusée auprès des femmes qu'elles rencontrent. Solinum sur la transmission de données collectées, l'appui aux mises à jour régulières et à la diffusion également. Et Action contre la faim, qui travaille plus sur les perspectives d'amélioration de la qualité et de la couverture de l'aide, grâce à la documentation des besoins, des pratiques, documentation des pratiques associatives et institutionnelles. Cette dynamique d'échange, enfin, en gros, la dynamique d'échange qui a été initiée avec cette première enquête et avec la création du guide, elle se perpétue. Elle se perpétue et l'objectif, donc, c'est d'organiser des coordinations interacteurs du secteur. Donc, ça passe notamment par l'organisation de rencontres interprofessionnelles. Euh, donc, la participation et la co-construction aussi de ces outils avec directement les personnes concernées, ce qui est un enjeu assez important. Et donc, aussi, ce qu'on recherche, c'est la pérennisation du projet, donc la recherche et le suivi des financements pour pouvoir pérenniser le guide et envisager le développement, maintenir une actualisation régulière et les impressions, tout simplement. On a travaillé donc, comme sur la partie que vous voyez à l'écran, sur une partie dédiée aux violences faites aux femmes, sachant que du coup, ce type de violence est particulièrement présent dans les parcours des femmes exilées, et que c'est des violences qui se perpétuent, qui perdurent à leur arrivée sur le territoire français. Euh, et donc, avec des assos, cette partie, elle a été construite enfin, sur la base de partenariats avec des assos spécialisés du secteur des violences faites aux femmes, et pour permettre aux femmes qui sont en possession du support, du guide, d'identifier des situations de violence, par exemple à l'aide du violentomètre que vous voyez, si c'est des outils avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier, et aussi des ressources en fait vers lesquelles se tourner quand elles constatent des situations
enfin quand, elle cherche de l'aide vis-à-vis de ces situations de violence. Je vais bouger rapidement, je parlais de diversification avec cet exemple, se focus sur, les femmes, mais on a des flyers thématiques également sur, divers autres sujets, des formats plus courts qui ne sont pas des guides à part entière, mais juste des flyers. Donc là, on part sur des stratégies de support plus concis et qui vont à l'essentiel. On a par exemple sur la slide suivante, la, le flyer vos droits face à la police, la réponse aux questions fréquentes liées aux droits en cas d'interpellation par la police pour un contrôle d'identité. Comme vous le voyez, la page elle est numérotée parce que ce flyer, ce qui était initialement un flyer, a été intégré notamment au guide dont Ginevra va vous parler juste après, au guide sur la période des Jeux Olympiques de Paris. Euh, et sans vous détailler les partenariats, etc., vous aurez la liberté de le consulter plus en détail. Et petit clin d'œil à Benoît qui s'exprimait tout à l'heure, on a aussi un petit livret, enfin un flyer sur la dématérialisation des convocations et décisions de l'OFPRA. Donc un petit guide pour guider du coup, les personnes qu'on rencontre et qui nous le demandent via le processus de dématérialisation qui n'est pas forcément clair. Donc, guide sur l'utilisation de l'interface traduit en 8 langues. Euh, Également, celui sur les droits face à la police était traduit aussi, j'ai oublié de le dire, mais vous avez l'idée de nos démarches. Donc, traduit en 8 langues pour avoir plus d'accessibilité. Ces petits supports, ils nous permettent de diversifier aussi l'offre en langue de manière, de manière à toucher plus de personnes. Justement, je parlais de la présentation de tout à l'heure sur du défenseur des droits, sur les pratiques des préfectures. Et nous, cette année, on a publié un rapport euh, qui s'appelle L'asile en terre hostile, en partenariat avec plusieurs associations qui constituent le collectif Asile. Euh, et je vais essayer d'être assez bref. Je ne vais pas revenir sur les barrières, enfin, pas trop revenir sur les barrières qui étaient évoquées dans l'intervention précédente. Je pense qu'on en a eu un beau panel. Mais sur celle, il y a une petite sélection choisie de ces barrières sur la slide. Et je vous invite à lire le rapport si vous voulez plus de détails. Il est disponible en ligne. Les principaux obstacles qui sont constatés dans ce rapport, l'information traduite sur les démarches administratives, euh, sur les recours légaux, souvent entravés, ainsi que la contestation d'une décision de la préfecture. Je crois que j'ai eu un petit bug de connexion, c'est pour ça que j'ai fait une pause. Ce rapport, il met aussi en lumière des inégalités de traitement, persistance de certaines pratiques discriminatoires au guichet, notamment la non-maîtrise du français, qui était souligné, enfin, qui était témoigné dans le rapport par certaines personnes, ce qui était rapporté dans certains témoignages, des pratiques discrétionnaires et différenciées selon les préfectures dans le territoire. Euh, Là encore, donc comme Benoît Harel évoquait tout à l'heure, on a vu que les préfectures ne fonctionnent pas toutes pareilles. On voit aussi donc sur les pratiques discrétionnaires que les agents ne sont pas forcément eux-mêmes en capacité d'informer par manque de formation ou de connaissance même de certains dispositifs euh, existants, et une définition à géométrie variable de la vulnérabilité et certaines sanctions arbitraires difficiles à contester, même quand il existe un pouvoir discrétionnaire favorable à la prise en compte de ce critère. Je vais vous donner un exemple rapide sur celui par exemple, saviez-vous que les personnes dans le cas de la demande d'asile
sont bénéficiaires de CMA, donc conditions matérielles d'accueil. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le domaine. Ces CMA, ces conditions matérielles d'accueil, sont régulièrement coupées pour diverses raisons. Donc ça peut aller de, par exemple, avoir quitté un lieu d'hébergement quand on en a un, voilà, mais régulièrement sans notification. Eh bien, savez-vous qu'il existait des mesures suspensives, c'est pas automatique en fait qu'on vous coupe les CMA pour la plupart des motifs. Enfin, il existe des mesures qui dispensent, qui peuvent dispenser, enfin qui peuvent éviter la coupure de ces CMA, qui sont souvent méconnues et comme enfin, précisé dans le rapport, qui sont sous-utilisés aussi, des dispositifs sous-utilisés. C'est le cas également de requalification des procédures, par exemple des personnes qui sont en procédure accélérée, enfin, qui ont été placées en première instance en procédure accélérée, qui sont replacées en procédure normale. C'est un dispositif qui existe et qui est également sous-utilisé. Voilà. Donc, l'objectif, pourquoi je vous parle de ce rapport, c'est pour vous montrer nos travaux de plaidoyer de fond qu'on continue, donc, qui est toujours actif sur des recommandations également dans la slide suivante, je crois. Merci. Ce rapport, il érige un certain nombre de recommandations, un système d'accès rapide et systématique à l'enregistrement des demandes. Je ne reviens pas sur les freins tels que les freins au dépôt, la nécessité d'avoir un numéro de téléphone personnel, par exemple, en Ile-de-France pour appeler le guichet, enfin pour appeler, pour déposer sa demande d'asile, renforcer l'accès à l'information et à l'accompagnement juridique, renforcer la formation des agents, améliorer l'accueil et les conditions de vie des demandeurs d'asile, respect des délais légaux pour la délivrance des documents et des droits. Sinon, comme dit précédemment, ça peut engendrer des difficultés, une précarité, enfin la précarisation de la situation des personnes, tout simplement, et voire engendrer de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés qui sont en fait artificiellement créées car elles n'existeraient pas si les délais étaient respectés et à plus grande échelle, mettre en place une réforme législative et administrative euh, pour garantir une gestion plus humaine, tout simplement, plus digne et équitable des demandes d'asile, incluant donc vis-à-vis de notre plaidoyer la réduction de la complexité des démarches administratives et la garantie d'un accès au recours qui soit effectif. Dans cette liste au Père Noël, un petit peu, on a donc, je voulais en coloré, vous avez ceux sur lesquels nous, on essaye d'agir directement en temps Watisat, ceux sur lesquels on peut développer des outils concrets, parce qu'on n'est pas décisionnaire des politiques publiques. Donc, le travail de plaidoyer, on le fait, mais on n'a pas la main directe sur les décisions impactantes au niveau des institutions publiques. Et donc, la mise en place d'outils accessibles à tous et toutes, c'est un travail aussi qui implique de la réactivité et de l'adaptabilité. Et donc, je passe la parole à Jean pour vous parler du coup de cet été/début d'année, d'une période un peu particulière qui a fortement impacté la vie des personnes exilées, la vie des personnes précaires, durant lequel ce travail de plaidoyer de long terme se couple à un travail opérationnel et sur le terrain qu'on peut qualifier, si on veut, de travail d'urgence. Je te laisse la parole, Jean. Du coup, l'idée maintenant, c'est plus de faire, toujours dans l'idée de donner, ce qui sont les impacts des Jeux olympiques et paralympiques sur l'accueil de demandeuses d'asile et l'ensemble des personnes exilées en Île-de-France et comment nous, on a pu, répondre à ça. Je vais d'ailleurs commencer par un peu, un contexte sur ce qui s'est passé. Les données que je vais vous donner viennent du rapport final du collectif du revers de la médaille, duquel Bouatizat a fait partie. Et notamment, ce qu'on a pu observer, c'est que entre le 26 avril 2023 et le 30 septembre 2024, du coup, c'est quand même quelque chose qui s'est préparé une année à l'avance. C'est pas quelque chose qui s'est présenté
au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Au moins 19 526 personnes ont été expulsées de leur lieu de vie en Île-de-France. Ce qui est assez effrayant, que je veux bien mettre en avant, c'est aussi que jamais autant de mesures restrictives des libertés n'étaient prises depuis l'instauration de l'état d'urgence à la suite des attentats de 2015, ce qui est quand même assez important. Parmi ces personnes qui ont été expulsées, il y en a certaines qui ont été expulsées à plusieurs reprises, ce qui montre aussi les limites de ces expulsions. Et entre la période 2021 et 2022, ce qu'on a pu observer par rapport à la période des Jeux olympiques, c'est que quand même, il y a eu une augmentation de 33 des expulsions des personnes, de leur lieu de vie en Île-de-France. Ce qui forcément, c'est aussi une aggravation de la précarité de ces personnes, on va pas se mentir. C'est des personnes qui sont, déjà qui vivent extrêmement en forte précarité, et bien sûr, il y a aussi des personnes qui se sont retrouvées à arriver, juste avant les JO ou alors, à la période des Jeux olympiques et qui se sont retrouvées dans une précarité de plus en plus grandissante. On va un peu, toucher aux raisons, juste après. Mais ce qui peut être intéressant, j'aime bien toujours donner des petits trucs, intéressantes, pas du tout rigolos. C'est que ce qu'on a pu observer, c'est qu'en plus, il y a eu une pause des expulsions en juin, et qui a été analysée par, certaines associations de terrain, entre autres, comme un moyen de faire grossir, les lieux de vie, entre des expulsions, une période d'expulsion et l'autre, afin d'évacuer un maximum de personnes le plus facilement possible, juste avant les Jeux olympiques et paralympiques. Non pas forcément, je pense que vous l'avez imaginé, dans l'intérêt d'améliorer la vie de ces personnes, mais pour donner une image plus nettoyée socialement, entre autres, de la ville de Paris. Et aussi, ce qui est important et de mettre en avant, c'était qu'il y a eu une mise en place de la quantité de policiers sur le territoire qui était assez important, ce qui a fait qui a eu comme résultat le fait il y avait beaucoup de peur entre le public qu'on a pu rencontrer, des contrôles relatifs à leur situation administrative, même pour les personnes qui étaient d'ailleurs régularisées. De nombreuses personnes étrangères en situation de précarité ont du coup limité très importantement les déplacements pendant la période olympique. Ce dispositif policier qui d'ailleurs était hors norme, déployé pendant cette période, n'était clairement pas là en nature à rassurer ces personnes, mais c'était plus pour contrôler le max possible le déplacement de ces personnes. Ce qu'on a pu observer, et ça c'est aussi un travail à la fois de terrain, à la fois de plaidoyer, c'est que on a fait, moi entre autres pour Watisat, des maraudes d'observation avec le CAD, qui est le collectif d'accès au droit, des maraudes d'observation autour des violences et d'harcèlement policiers. Et on a pu observer qu'il y avait quand même des harcèlements et parfois des violences faites aux personnes exilées sur le territoire de l'Île-de-France, qui, bien sûr, a de plus en plus amené à ces personnes à moins se déplacer, à avoir de plus en plus peur aussi de rencontrer les forces policières. Ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même une réalité, c'est bien de le mettre en avant. Et c'est pour ça, du coup, que l'auxiliaire qu'on a travaillé avec des spécialistes du droit, et notamment le barreau de Paris solidaire, autour des droits face à la police, était assez important pendant la période des Jeux olympiques. Et bien sûr, il y a eu aussi le fait que beaucoup de structures d'accueil, bah, entre autres l'accueil de jour d'Austerlitz, a dû se déplacer pendant la période des JO, pendant certains moments, ce qui a fait que pour les personnes demandeuses d'asile qui venaient d'arriver en Île-de-France à la période des Jeux olympiques, il y avait beaucoup de confusion et forcément déjà des personnes qui se retrouvent à avoir beaucoup de contraintes ont fait face à une réduction encore plus importante de leur capacité, de la capacité d'accueil et d'orientation de ces structures, ne pas bien sûr dépendant de la volonté de ces structures mêmes, ce qui a réduit mécaniquement les possibilités aussi de garantir un accueil qui est digne et qui doit être digne pour les personnes souhaitant avoir de la protection en France.
Et bien sûr, c'est assez difficile d'estimer de manière précise, ou avec certitude en tout cas, le nombre de demandeuses d'asile, qui ont été privées d'un accueil et d'orientation pendant les jeux olympiques. Mais c'est clair que ce qu'on a pu observer, lors de nos maraudes d'observation, d'accompagnement pendant la période, du revers de la médaille, c'est qu'il y a quand même eu énormément de personnes qui étaient éparpillées en Île-de-France, qui se cachaient beaucoup, qui étaient en forte précarité, qui ont sauté beaucoup de repas et qui, de fait, ne pouvaient pas accéder à l'information comme c'était de leur droit. Forcément, l'idée, ce n'est pas de donner que des informations négatives, mais c'est bien important pour nous de montrer la réalité qui est de plus en plus violente sur le territoire et notamment dans les France. Et bien sûr, avec le nouveau gouvernement, ça va pas s'arranger. Mais de nouvelles solutions sont envisageables et c'est ce qu'on a pu mettre en avant avec le rapport final du revers de la médaille. Entre autres, une organisation bien plus en avant des Jeux olympiques parce que la France n'a pas terminé ses Jeux. Il y aura aussi les Jeux hivernales qui arriveront. De consultations ouvertes avec les acteuristes de la société civile. C'est méga important d'avoir toujours cet échange constant et c'est ce qu'on met toujours en avant aussi chez What is That. Ce dialogue constant, à la fois avec les acteuristes de la société civile et à la fois, bien sûr, avec le public directement concerné, qui d'ailleurs sont les populations qui sont dépendantes de l'espace public. C'est pour ça que c'est très important de les prendre en considération, entre autres. Et bien sûr, mettre en avant aussi un accès à une information qui soit équilibrée, libre et de qualité. Encore une fois, comme ma collègue l'avait dit avant, on ne peut pas forcément mettre la patte sur l'organisation des Jeux olympiques. Par contre, nous, on a pu faire, c'est de prendre des actions sur ce qui concerne la consultation systématique des personnes directement concernées et travailler au max sur l'accès à l'information qui soit libre, équilibrée et de qualité. Et c'est donc pour ça que j'ai travaillé avec mon équipe sur le livret des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui était en livret, qui était ensuite aussi intégré dans le guide de l'été et qui était construit à travers des groupes de travail qui étaient dans le cadre de l'axe inclusion du collectif Revers de la médaille. Et plus pratiquement, ce qu'on a fait, c'est que pendant plusieurs mois, on s'est rencontrés avec des personnes qui étaient sans papier, qui étaient demandeuses d'asile, primo-arrivantes en cours de demande d'asile et réfugiés au CEDRE pour réfléchir en amont sur leurs peurs, sur leurs besoins, sur tout ce qui était important pour eux qui soit mis en avant d'un point de vue d'information et de l'autre aussi sur comment visuellement ces informations pourraient mieux parler pour mieux expliquer ses besoins. Et entre les choses qui étaient mises en avant, déjà, c'était la question, bah, qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques? Quelles sont les dates clés? Bien sûr, comme pour tous les supports, c'était traduit en 5 langues. On a beaucoup travaillé sur l'accessibilité au niveau du coup visuel et notamment sur les périmètres de sécurité qui étaient assez difficiles à expliquer, mais aussi le fonctionnement de l'OFPRA qui était quand même qui a changé pendant la période estivale et relativement aux Jeux olympiques. Et bien sûr aussi, on a informé autour des transports, le prix qui augmentait, sachant que, dans les transports, il y avait quand même une présence policière assez importante et du coup, c'était encore plus important de mettre en avant que le prix des tickets était augmenté et que du coup, si les personnes ne pouvaient pas se permettre de payer ce billet, d'aller se rendre vers des structures qui offraient des tickets ou alors faire attention lors des déplacements. Et bien sûr, il y avait des points de vigilance sur le fonctionnement des structures d'accueil pendant les JO. Et un point qui était mis en avant beaucoup lors des échanges, ça allait plutôt dans les non-dits. C'est ce que je disais avant, quand on réfléchit à la mise en place de nos outils d'information, il y a beaucoup de dits, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues autour de ce qui peuvent être les barrières et les défis multiples et les besoins. Mais il y a aussi beaucoup de non-dits, et notamment sur ça, ce qui a été mis en avant, c'était une santé mentale qui était de plus en plus en difficulté
Il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, beaucoup de malaise, et du coup, l'idée, c'était aussi de réfléchir à comment pouvoir donner aux personnes, une manière de se prendre soin d'elles-mêmes. Et dans ce cas-là, bah, du coup, on avait réfléchi à la respiration carrée qui était la plus simple et qui pouvait se faire, pour toute personne dans tout contexte, n'importe, si les personnes avaient un téléphone, un espace, hem, sécurisant ou pas. Et aussi, c'est pour ça que du coup, dans ce livret, il y avait aussi une partie qui n'est pas mise en avant dans ces slides, mais qui était du coup toute la partie santé qui était, englobée dans le livret JO. Et pour ce qui concerne le guide du coup classique, la manière de l'intégrer dans le guide classique, c'était de faire partir les adresses utiles directement de la partie santé et ensuite sur le reste, des adresses, comme ça l'est par habitude. Voilà. Et du coup, là, l'idée, c'était plutôt, de vous donner une idée, un peu générale pour n bien sûr, on pourra aller un peu plus dans les détails s'il y a des questions autour de ça. Mais comme on vous a un peu teasé avant que l'idée de l'accessibilité, c'est aussi autour de multiplier et diversifier la source d'information et bah, du coup, il y a aussi, ce qui est la chaîne d'information vidéo et les projets numériques, dont ma collègue va vous parler, qui sont aussi issus, justement des recommandations du rapport L'accès à l'information pour les personnes exilées à Paris, dont je vous ai parlé au tout début, pour faire un peu un cercle. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je me permets juste de vous mentionner si vous pouviez vous rapprocher, voilà, de la conclusion en 2-3 minutes pour qu'on ait le temps, de répondre à quelques questions, avant, le témoignage, de notre collègue interprète. Merci. Tout à fait, Laura. Toutes mes excuses, on est hors timing. Je vais être très brève donc, sur nos autres formats qui sont développés. Dans un premier temps, je vais vous parler des projets vidéo. Donc, sans rentrer dans les détails, vous comprenez que la question de l'accessibilité, elle passe aussi via les personnes, par exemple, qui ne peuvent ni lire ni écrire ou voilà, vis-à-vis de la compréhension. Euh, donc, ces vidéos, elles sont traduites et elles reprennent les parties du guide au niveau des procédures, de l'information sur les procédures. Euh, et c'est pas une solution miracle, les vidéos. Ça demande par exemple besoin d'avoir une connexion Internet, mais c'est un pas de plus dans l'accessibilité. Et je vous en dis pas plus. Vous pouvez consulter nos ressources. Tout est disponible. Et je vais anticiper aussi, donc, répondre un peu à la question de Mireille tout à l'heure qui demandait si le guide était utilisable dans d'autres villes en dehors de celles des antennes. Les guides comportent donc des adresses spécifiques, des adresses à Paris, par exemple, le guide Paris, des adresses à Lyon pour Lyon, mais on a un projet de guide national numérique pour le début d'année prochaine, où je vous tease un peu, qui regroupe les parties procédures et qui renvoie à des ressources spécifiques euh, à partir desquelles on pourrait trouver des adresses pour toute la France. Ce guide numérique, il aurait aussi des velléités d'élargissement de la traduction parce que c'est plus simple que le guide papier à actualiser. Donc là, vous voyez des exemples de langues. Pour l'instant, ce que vous voyez à l'écran, c'est un draft du projet. Et donc voilà, l'idée d'avec ce format plus flexible et plus modulable pour nous, c'est aussi d'avoir plus de versatilité, des réflexions sur de potentielles évolutions, comme l'ajout de l'audio pour chacune des langues. Je vais laisser Jean conclure. euh, et voilà, je vous en dis pas plus. Dispo pour vos questions. Oui, du coup, pour conclure, je pense qu'on a déjà fait un peu, on vous a donné pas mal de pistes de réflexion, mais j'aimerais quand même dire que déjà, le temps qu'on a passé ensemble, ça vous a peut-être déjà donné une idée de toutes les barrières ou de certaines barrières en ce qui concerne l'accès au droit, ce qui n'est pas une fatalité. Et bien sûr, il y a tout un travail et un chantier qui est clairement, définitivement utile. Mais d'ailleurs, je voulais aussi surligner, un peu les 2 axes importants sur lesquels se dessinent tout au long qui sont dessinés tout au long de la présentation. D'une part, c'est le travail de collaboration interassociative
qui est nécessaire pour réaliser des études de terrain, mais aussi pour mettre en place des stratégies et la création des outils d'information. Et de l'autre aussi, du coup, pour progresser vers plus d'accessibilité, l'importance de la co-construction des outils avec le public concerné. Malheureusement, ça s'oublie souvent. Les personnes directement concernées ont des talents, des connaissances, et il n'y a personne qui qui en connaissent plus sur leur propre situation que les personnes directement concernées. Et c'est très important de mettre toujours en avant la gentilité de ces personnes, surtout autour de toutes les difficultés, les défis et les obstacles qu'elles vivent sont souvent mis de côté. Et enfin, je voulais aussi mettre en avant, en tout cas vous informer, si jamais vous ne le savez pas, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui le savent, qu'il existe déjà des projets qui sont sur tout le territoire, et ça, c'est aussi en continuation sur la question sur le guide national. Il existe des projets qui sont sur tout le territoire, qui ne sont pas propres à Watisat, mais qui restent aussi pertinents, qui enrichissent le panorama d'accessibilité en soutien de l'ensemble des personnes exilées en France. Il y a des actions qui sont de terrain, bien sûr, mais aussi de plaidoyer, qui est bien important à mettre en avant. Sur cette slide, il y a certaines qu'on a vu mettre en place, mais ce n'est pas exhaustif. Entre autres, il y a aussi le projet QX1 qui est sur Marseille, d'ailleurs, et qui est totalement numérique. Mais on pourrait en citer encore plus. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant qu'il y a il y a vraiment beaucoup de ressources. Il faut juste les connaître. Et c'est aussi pour ça que c'est important de toujours se rappeler que Watisat, et je suis sûre aussi les autres associations ne seraient rien et ne pourraient jamais avancer sans ce constant dialogue et échange entre tous les autres acteuristes de la solidarité. Et avec ça, je termine en espérant quand même de vous avoir donné un peu envie de parcourir nos travaux et pas que. Et je vous remercie de l'attention et je m'excuse si on a un peu dépassé notre temps.